Bonjour à tous, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à parler sur les syndromes myélodysplasiques et le stress oxydatif sous l'angle de comment est-ce qu'on pourrait intervenir en matière de stress oxydatif dans ces pathologies. Tout d'abord, qu'est-ce que le stress oxydatif ? Il s'agit du métabolisme des espèces réactives de l'oxygène, dont font partie les radicaux hydroxyle, superoxyde, peroxyde d'hydrogène. Sans faire un cours de chimie organique, ce qui est important de retenir, c'est qu'on aboutit à une peroxydation de plusieurs structures lipidiques, ADN ou protéiques, qui peuvent être représentées par ce RO2 point, qui est une espèce réactive de l'oxygène, conséquence d'une réaction avec des dérivés réactifs de l'oxygène. Il s'agit de molécules potentiellement toxiques, notamment à forte dose, mais qui sont très régulées en intracellulaire, notamment avec le métabolisme du glutathion et les enzymes antioxydantes. Nous nous sommes intéressés à Tours avec Olivier Hérault au syndrome myélodysplasique et aux dérivés réactifs de l'oxygène, en particulier l'eau oxygénée. Et nous avons pu observer, grâce à des techniques de mesure de H2O2 par DCFDA, en cytométrie en flux, qu'on pouvait, en normalisant le niveau de H2O2 sur les monocytes, constater que les fractions qui avaient le plus de H2O2 étaient les fractions donc CD34 et granuleuses. Et également, on a pu observer que les formes qui avaient de CD34 qui avaient l'expression la plus faible du CD38, c'est-à-dire les cellules les plus immatures, étaient celles qui avaient un niveau de stress oxydatif le plus bas. Nous avons pu regarder ce métabolisme dans d'autres catégories de syndrome myélodysplasique. En particulier, nous avons pu observer que ceux qui avaient les sidéroblastes en couronne, c'est-à-dire les MLD, les MDS RS SLD ou les MDS RS MLD, sont celles qui avaient le niveau de stress oxydatif le plus important dans le compartiment érythroblastique, ce qui est cohérent avec la physiopathologie de ces syndromes myélodysplasiques. A l'inverse, on retrouvait le fait que les CD34 plus CD38 low avaient un niveau de stress oxydatif plus élevé que les témoins, ce qui est là aussi cohérent avec un stress plus important dans ce compartiment immature pathologique. On a pu aussi observer qu'au cours du temps, les syndromes myélodysplasiques les plus bas risque sont ceux qui ont un faible niveau d'augmentation d'enzymes antioxydantes. C'est ce qu'on peut voir ici sur le graphique avec les courbes vertes, où on a effectivement des niveaux d'enzymes antioxydantes qui sont faiblement exprimés. Plus c'est à droite, plus c'est faiblement exprimé. A l'inverse, les formes qui ont une plus grande blastose, on observe une expression d'enzymes antioxydantes plus fortement exprimée, comme si le niveau de stress oxydatif était plus important et que la lutte contre ce stress oxydatif était plus élevée. A l'inverse, quand on regarde dans les leucémies aiguës myéloblastiques secondaires, on observe un effondrement de l'ensemble de l'expression des enzymes antioxydantes, un peu comme si la réponse au stress oxydatif avait lâché. Alors on a eu des idées simples de mise en application clinique de ces concepts. La première était de se dire peut-être qu'on peut augmenter encore le niveau de stress oxydatif en tâchant de tuer les cellules blastiques qui ont des défenses à zéro. L'autre idée était de se dire peut-être qu'on pourrait diminuer les ROS dans les syndromes myélodysplasiques de bas risque pour aider la lutte contre le stress oxydant et retarder l'évolution vers la leucémie aiguë myéloblastique. Alors, tout d'abord, dans les leucémies, on s'est intéressé aux acides gras polyinsaturés. Ici, vous avez le DHA, donc l'acide docosahexaénoïque. C'est un acide oméga 3 qu'on trouve en grande quantité dans l'huile de poisson et qui a la particularité de pouvoir augmenter le niveau de peroxydation mesuré par le malondialdéhyde en présence de chimiothérapie. Donc là, ici, c'est dans une lignée de cancer du sein où on voit que lorsqu'on ajoute le DHA à la doxorubicine, on augmente le niveau de peroxydation mesuré par le malondialdéhyde. Donc tout d'abord, on s'est
poser la question, est-ce que le DHA a un effet sur les lignées de LAM in vitro? Et nous avons observé que oui, c'est-à-dire des doses croissantes de DHA ou de EPA ici en bas permettent d'augmenter le niveau de mort cellulaire, de perte de viabilité cellulaire, que ce soit avec des KG1A, des ML2, des HL60, des THP1 ou même des U937. Nous nous sommes donc tournés vers les blasts primaires pour vérifier que cela était le cas également, et grâce à la Phylotech, on a pu avoir un certain nombre de blasts périphériques de patients atteints de LAM, et on a pu constater que ce soit dans les situations de contrôle ou en présence de faibles doses de cytarabine, eh bien l'huile de poisson, très riche en EPA et en DHA, diminue la viabilité des blasts primaires cultivés pendant 48 heures en présence d'un cocktail de cytokine. Nous avons aussi observé que la voie NRF2 était impliquée, c'est-à-dire en transcriptome, nous avons pu observer dans la lignée U937 que la voie du stress oxydatif ainsi que la voie NRF2 KIP1 étaient activées, ce qui est un reflet de l'activation du stress oxydatif en présence d'huile de poisson. Et grâce aux ingénieurs du laboratoire d'Olivier Hérault, nous avons aussi pu montrer qu'il existe un switch métabolique en présence d'huile de poisson dans les KG1A, dans les MOLM13 et dans les HL60 qui consiste en un passage de la phosphorylation oxydative à la glycolyse. Donc, fort de ces éléments in vitro, on a présenté au philo un concept de pré-incubation par l'huile de poisson, l'oméga-veine, qui est utilisée en thérapeutique dans la nutrition parentérale, de façon à pouvoir enrichir le plasma des patients avec l'EPA et le DHA, concomitamment au 3+7 de l'induction dans la leucémie aiguë à karyotype défavorable du sujet jeune, et ça a donné lieu à l'étude Family. Nous avons pu inclure 30 patients dans cette étude de faisabilité, donc un âge médian de 54 ans, essentiellement des hommes, donc très peu de patients qui étaient très hyperleucocytaires à plus de 30 giga par litre, et la moitié d'entre eux à peu près ont eu besoin d'une deuxième induction selon le protocole qui était calqué en tout point sur le LAM 2001 qui était notre référence, et 12 patients, donc soit 40%, avaient une cytogénétique monosomale parmi les cytogénétiques de mauvais risque, qui sont représentés ici sur ce tableau. Vous voyez que plusieurs patients avaient plusieurs anomalies, c'est-à-dire karyotype complexe plus monosémie 17, plus perte du 7Q, etc. Nous avons pu montrer que l'utilisation d'huile de poisson à forte dose, concomitamment à la chimiothérapie, permettait d'enrichir de façon significative le plasma des patients en EPA et A2HA, des doses proches de celles que nous avions pu utiliser in vitro, et que celle-ci décroissait après H48 au cours du temps, pour atteindre au J28 une concentration un peu supérieure à celle qui était présente au diagnostic. Le pré-traitement par oméga-veine n'a pas permis d'observer une baisse de la blastose circulante pendant les 48 heures de pré-incubation. C'est vraiment la chimiothérapie, lorsqu'elle était administrée, qui permettait d'obtenir cette clairance blastique. Quand on a fait de la pharmacodynamie en recherchant le niveau d'expression des enzymes antioxydantes sous la dépendance de NRF2, nous n'avons pas non plus pu montrer de différence de niveau d'expression entre avant tout traitement, après 48 heures de préincubation par oméga-veine et après chimiothérapie. D'un point de vue clinique, l'objectif principal de cette étude, c'était la réponse complète. Nous avons obtenu une réponse complète de 76% qui n'était finalement pas très différente historiquement du bras d'onorubicine dans les populations à karyotype défavorable de l'essai LAM 2001. Et en survie, on n'observe pas non plus de différence statistiquement significative. Donc on s'est dit sans doute que l'intervention sur le stress oxydatif dans la leucémie aiguë à karyotype défavorable, c'est probablement trop tard, parce que d'une part ce sont des maladies d'extrêmement mauvais pronostic, et peut-être qu'en s'y prenant plus tôt dans des maladies plus chroniques, on pourrait avoir un impact.
C'est donc la deuxième idée qui est en cours d'exploration, c'est de diminuer les ROS pour retarder l'évolution vers la LAM. Là, peut-être qu'on aura un impact. Alors, on a des éléments dans la littérature qui permettent de soutenir ça, sans avoir éventuellement de données comparatives. Cependant, du fait de l'hétérogénéité des syndromes myélodysplasiques, on a des données essentiellement ex vivo. Et dans ce papier israélien, on a une comparaison de la mesure des ROS en DCFDA en présence de déferiprone, de déferazirox ou de N-acétylcystéine. On voit effectivement qu'on a une baisse des ROS et une augmentation du glutathion, ce qui est en faveur d'une possibilité d'intervention dans ces syndromes myélodysplasiques. Un autre candidat pourrait être l'acide ascorbique, qui n'est autre que la vitamine C. On sait que le déficit profond donne du scorbut, mais à concentration physiologique, c'est-à-dire entre 26 et 84 micromolaires, l'acide ascorbique a une action antioxydante, tandis qu'à dose pharmacologique, très forte dose par administration IV, on a une action pro-oxydante. Donc c'est les concentrations physiologiques qui nous intéressent, à condition bien entendu qu'il y ait un défaut de concentration d'acide ascorbique dans les myélodysplasies. Alors c'est ce qu'on est en train de chercher en ce moment à Tours dans l'étude plasmique. Donc nous avons fait doser l'acide ascorbique chez des sujets sains et chez des syndromes myélodysplasiques appariés par sexe et par âge, de manière à pouvoir répondre à plusieurs questions. Y a-t-il une différence entre les sujets sains et les patients ? Deuxième question, y a-t-il une différence au cours du temps d'évolution du syndrome myélodysplasique dans le dosage de l'acide ascorbique ? Et en cas d'évolution en LAM, est-ce que là aussi il y a une perte de la concentration d'acide ascorbique? Donc ça, on aura les réponses très prochainement parce que le recrutement des sujets sains a été un peu plus long que prévu. Mais globalement, de façon très préliminaire, on a l'impression qu'il y a un signal tout à fait intéressant, on vous en reparlera. D'autre part, l'acide ascorbique est un candidat très intéressant pour d'autres raisons, c'est qu'il est un cofacteur de l'activité TET2, qui, comme vous le savez, est une enzyme qui est chargée de l'hydroxyméthylation des cytosines méthylées, donc ce qui est une première étape de déméthylation. Et donc on peut imaginer qu'un déficit en acide ascorbique pourrait majorer le défaut fonctionnel de TET2, donc ce qui pourrait être là aussi une cible thérapeutique. Donc si on vérifie bien ce déficit d'acide ascorbique dans les syndromes myélodysplasiques, la question de la supplémentation pourrait se poser. Alors dans une étude prospective où on pourrait tâcher de regarder d'un point de vue clinique l'évolution en leucémie, mais aussi d'un point de vue biologique l'évolution clonale sous la forme du NGS séquentiel, ainsi que des paramètres du stress oxydatif. Ça sera peut-être difficile à financer, peut-être le PHRC, mais en tout cas si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'en parler pour qu'on puisse monter ce projet dans les prochains mois ou années. Donc je tiens à remercier donc tous ceux qui ont contribué à l'acquisition de ces résultats, notamment toute la partie biologique sur les acides gras dans le laboratoire d'Olivier Hérault, Christelle Alti, Frédéric Picou et Jérôme Bourget qui sont les ingénieurs. La partie Family, c'est une étude prospective multicentrique dans laquelle beaucoup de centres nous ont accompagnés et je tiens à les remercier, ainsi que nos pharmacologues et statisticiens. Et puis l'étude de plasmique qui est en train de se terminer, donc Nokia Valley qui a écrit cette étude, ainsi que le CIC de Tours qui a recruté les sujets sains, et la promotion a été assurée par le CHU. Juste pour info, Family est en poster à l'H cette année, donc vous aurez plus d'éléments. Et enfin, je remercie l'ensemble des financeurs qui sont représentés sur le bas de cette diapo, et vous pour votre attention.